Salut à vous pauvres mortels. Si on se retrouve aujourd'hui, c'est parce que je vais vous dire pourquoi je ne peux pas blairer cet enfoiré de Spider-Man. Oui, parce que cette chaîne existe depuis bientôt 4 ans, je vous dis régulièrement que je n'aime pas Spider-Man, mais j'ai jamais vraiment expliqué pourquoi. Du coup, je me suis dit que c'était le bon moment pour le faire. Bah oui, la sortie du film, faire du clic, tout ça quoi. Bon, déjà on va commencer par le début, hein. Comment j'ai découvert Spider-Man? Quand j'étais petit, je connaissais inconsciemment Spider-Man, hein, un peu comme tout le monde en fait. Mais je crois que mon premier contact avec lui, ça a été ce jeu sur Master System. Plutôt cool, mais qui me semblait vraiment impossible à terminer à l'époque. Pour ce qui est des comics, j'ai dû lire mes premiers Strange vers 6 ou 7 ans, quand j'apprenais à lire en fait. Et c'est forcément là que j'ai eu mon premier contact avec Spider-Man sur le papier. Seulement à l'époque, je n'étais en rien un lecteur assidu et je ne crois pas avoir appris grand chose sur Spider-Man à ce moment-là. En fait, mon premier vrai contact avec Spider-Man, c'est la série animée de 1994 diffusée en France à partir de 1996 sur TF1. C'est en regardant ce dessin animé que j'ai appris énormément de choses sur l'homme araignée et sur son univers. Encore aujourd'hui, je trouve cette série vraiment cool et d'une qualité tout à fait remarquable, comme pas mal de dessins animés mettant en scène les héros Marvel produits à cette époque. Finalement, c'est vers 10 ans que j'ai vraiment commencé à suivre des comics en kiosque. À l'époque, je prenais un petit peu tout ce qui me passait sous la main, puisque chaque BD était une bonne occasion d'approfondir mes connaissances en matière de super-héros. Et mon premier numéro de Spider-Man, il est assez particulier, puisqu'il contient la fin de la saga du clone. Autant dire que quand j'ai lu ça gamin, malgré les résumés qui précèdent les épisodes, j'ai pas tout compris, même si j'avais saisi les grandes idées. Finalement, commencer les comics à cette époque, c'était comme commencer un grand puzzle plein de trous. J'étais obligé de lire de plus en plus pour tout comprendre et pour recoller les morceaux de cet univers gigantesque. Indirectement, ça a sans doute participé à ma passion pour les comics. Bon, vous allez dire que jusqu'à présent, tout ce que je vous raconte n'explique pas vraiment pourquoi je n'aime pas Spider-Man, ça serait même plutôt le contraire. Mais vous allez voir que tout est lié parce qu'à la base, Spider-Man est un personnage plein de qualités. Lors de sa première apparition en 1962 dans les pages du 15e numéro de Amazing Fantasy, Spider-Man présente une caractéristique assez rare pour l'époque. Il est à la fois un super-héros adolescent et le personnage principal de sa série. En effet, si des héros adolescents existaient dès le Golden Age, durant la Seconde Guerre mondiale, ils étaient souvent relayés au rang de sidekick, comme Bucky avec Captain America ou Robin avec Batman, pour ne citer que les plus connus. Chez les 4 Fantastiques, publiés par Marvel en 1961, Johnny Storm, alias la Torche Humaine, est présenté comme le plus jeune membre de l'équipe et son caractère rebelle contraste avec la sagesse de Reed Richards par exemple. Mais il n'est en aucun cas le seul à endosser la responsabilité liée à ses pouvoirs. Dans Spider-Man, c'est totalement différent. Peter Parker est un jeune homme à la situation particulière. La mort de son oncle Ben le pousse à utiliser ses pouvoirs pour combattre le crime, mais la seule famille qui lui reste est sa vieille tante May, dont le cœur fragile ne supporterait pas de le savoir sautant de toit en toit pour affronter les criminels. Il est donc relativement livré à lui-même dans son rôle de Spider-Man, qu'il devra en plus faire cohabiter avec sa vie civile, faite de difficultés amoureuses et financières. De ce point de vue, Spider-Man est sans conteste l'un des héros qui se rapproche le plus du lecteur type de comics de l'époque. Il est jeune, il n'est pas milliardaire comme Bruce Wayne, il n'est pas non plus invulnérable comme Superman, et ses soucis avec les filles sont ceux de tous les garçons de son âge. Ainsi, Spider-Man est dès sa première apparition un héros un peu différent des autres, qui bouscule les codes classiques établis depuis 1938 avec l'arrivée de Superman dans les kiosques américains. Et cette tendance à être un précurseur se confirme au fil des années, puisque Spider-Man est même à l'origine d'un nouvel âge dans les comics. Dès 1970, la bande dessinée américaine cesse d'ignorer le monde dans lequel évoluent ses héros. Avec des séries comme Green Lantern, Green Arrow chez DC Comics, des problèmes de société comme le racisme, la drogue, la religion ou le droit des femmes sont traités de façon plus ou moins explicite par les artistes de comic book. Mais cette période que l'on considère aujourd'hui comme l'âge de bronze des comics est marquée par un événement traumatisant pour toute une génération de lecteurs. Cet événement, c'est la mort de Gwen Stacy dans les pages de Amazing Spider-Man 121 en 1973. Il faut bien comprendre qu'à l'époque, une telle chose était inimaginable. Les demoiselles en détresse étaient monnaie courante dans les comic books, mais aller plus loin et tuer définitivement la petite amie du héros était totalement inédit dans une histoire de super-héros des années 70. La mort de Gwen Stacy est donc un véritable bouleversement que certains considèrent comme le passage à l'âge adulte pour les comics. Après des années à voir des héros colorés affronter des méchants pas toujours très menaçants, on découvrait que les personnages principaux pouvaient mourir. Cette prise de conscience fut un choc pour tous les lecteurs de Spider-Man, et elle influencera clairement ce qui sera écrit par la suite dans toute l'industrie des comics. La mort de certains personnages principaux, voire du héros lui-même, devenant rapidement un excellent moyen de booster les ventes ou de relancer une série en perte de vitesse. Le scénariste Jerry Conway explique que Peter et Gwen formaient le couple parfait, mais que l'évolution logique de cette relation, c'est-à-dire le mariage et la révélation de l'identité secrète de Spider-Man à Gwen Stacy, allait totalement à l'encontre de ce qu'était Spider-Man. Le traumatisme de n'avoir jamais pu sauver sa bien-aimée étant évidemment une constituante essentielle de la psychologie de Spider-Man à partir des années 70. La mort de Gwen Stacy se justifie donc en partie par un refus de changement dans la vie de Peter Parker qui devait rester un éternel adolescent célibataire. Et du coup, c'est là que ça commence à merder.
Parce que oui, le simple fait de devoir tuer un personnage, en l'occurrence sa petite amie pour éviter de changer la situation personnelle du héros, définit parfaitement le souci que j'ai avec Spider-Man. Spider-Man est le parfait reflet de l'immobilisme dans les comics. Pendant des années, Peter Parker reste un garçon timide, mal à l'aise avec les filles et vivant de petits boulots, ce qui fait de lui un personnage un peu niais. Cela est en partie lié à la conception du temps dans l'univers Marvel. Un univers où le monde évolue pratiquement aussi vite que le nôtre, mais dans lequel les personnages ne semblent pas vieillir. Cet impératif est avant tout économique, puisqu'il permet d'utiliser les mêmes personnages pendant des années sans se soucier de leur âge réel. Il impose également des remises à jour régulières quant aux personnages dont les origines sont liées à des événements historiques bien réels. Car s'il suffit de laisser Captain America dans la glace un peu plus longtemps pour que ça semble réaliste, présenter le Punisher comme un survivant du Vietnam âgé de plus de 70 ans est beaucoup moins crédible. Ce concept mériterait une vidéo à lui seul, mais en gros dites-vous qu'il aura fallu 13 ans à Peter pour passer du lycée à l'université et que 21 ans séparent sa première rencontre avec Mary Jane de leur mariage. Si ce mode de fonctionnement présente des avantages créatifs et économiques, il impose aussi aux scénaristes de ne pas faire évoluer trop vite le statut des héros, voire même parfois de faire machine arrière concernant certains événements devenant trop gênants. C'est par exemple le cas de la saga One More Day, dans laquelle Peter Parker accepte de sacrifier son union avec Mary Jane pour sauver la vie de Tante May, blessée par balle. Moralité, il aura fallu 21 ans au mec pour se marier et il décide d'effacer tout ça pour sauver sa tante qu'on nous présente comme mourante depuis 45 ans. Non parce que j'ai rien contre les vieux tout ça, mais à un moment, faut y passer quoi. Si on ajoute à ça quelques événements bien pris de tête comme la saga du clone qui conduisent systématiquement à un statu quo final prévisible, il y a de quoi se lasser de Spider-Man. Le héros est resté trop longtemps enfermé dans un univers figé, entouré des mêmes personnages, eux aussi figés dans leur vie. Certes, chaque arc scénaristique apporte son lot de rebondissements, mais l'impression générale est que tout doit rentrer dans l'ordre à la fin pour que Marvel puisse continuer d'exploiter sa poule aux œufs d'or en toute tranquillité. Le plus bel exemple, c'est la saga Superior Spider-Man, commencée avec Marvel Now. Pour vous la faire courte, dans cet arc, Peter Parker est présumé mort, le docteur Octopus récupère son corps et enfile le costume de Spider-Man à sa place. Alors certes, l'idée est plutôt cool, le ton un peu différent, mais on sait très bien que compte tenu des habitudes chez Marvel, cela ne pourra pas durer. À un moment ou un autre, on va revenir à la situation initiale et Peter Parker devrait récupérer son corps. Et alors là, attention spoiler, c'est exactement ce qui se passe! Alors attention, hein, c'est pas particulier à Spider-Man, mais je trouve que cette série cristallise parfaitement l'effroyable manque d'enjeux que l'on retrouve en ce moment chez Marvel. C'est d'ailleurs pour ça que je ne lis pratiquement plus rien chez cet éditeur. Spider-Man est un personnage plein de qualités qui ravira encore des millions de lecteurs, mais il souffre indéniablement de l'immobilisme que l'on retrouve dans les publications de certains éditeurs aujourd'hui, et c'est vraiment dommage. Voilà, jusqu'à la prochaine fois, je compte sur vous pour avoir de saines lectures. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Si cette vidéo ne vous a pas plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez maintenant me retrouver sur Facebook, Twitter et Instagram. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la prochaine.